Bonjour Joachimson Forget. Bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes député de la 6e circonscription des Français de l'étranger qui correspond à la Suisse et le Liechtenstein. Vous avez été élu avec l'étiquette de la République en marche. Vous êtes désormais non inscrit à l'Assemblée nationale. Vous êtes également médecin, radiologue et chercheur en neurosciences. Alors, pour commencer, Joachimson Forget, toute première question, vous vous êtes exprimé contre le projet de déconfinement présenté par Édouard Philippe à l'Assemblée nationale mardi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos raisons ? Oui, écoutez, moi j'ai vu cette crise d'un point de vue à la fois médical et scientifique. Je précise à vos auditeurs que je travaille toujours comme médecin et que je travaille toujours comme chercheur. En tout cas, je l'ai encore travaillé jusqu'à une date tout à fait récente. J'ai une expérience dans la recherche également en pharmacologie, puisque dans le cadre de mes études sur la radiologie, on a pu avoir l'occasion de travailler sur des produits, du reste qui étaient de qualité douteuse et qui risquaient de poser des problèmes de santé publique, qui ont dû faire remplacer des produits produits par des grandes firmes américaines. Du reste, là où le petit poucet français a gagné, en l'occurrence, sur un dossier sur lequel j'ai travaillé, du point de vue de la recherche. Donc moi, j'ai l'habitude de ce genre de choses, des conflits d'intérêts qu'on peut voir ci et là. J'ai l'habitude de voir aussi le non-consensus scientifique et j'ai l'habitude de voir que simplement le temps de la science est souvent pas celui de la décision politique. Mais aussi y compris chez les scientifiques qui, eux, appartiennent à la case des politiques. Donc, dans cette crise, on a vu toutes ces populations différentes qui étaient inadaptées au temps de la crise. Et ceux qui étaient adaptés au temps de la crise ont proposé des solutions qui étaient très claires. C'était soit il fallait traiter et tester largement en laissant l'économie continuer de tourner, soit il fallait confiner efficacement et également avancer sur des bases rationnelles sur la partie test et traitement, mais ça n'a pas été fait. On est dans un entre-deux, une espèce d'en même temps qui ne convient pas du tout à cette histoire. Donc en fait, il y a eu des allers-retours de décisions qui étaient plus logiques. On nous a dit qu'il ne fallait pas porter de masque, puis qu'il fallait en porter, qu'il ne fallait pas être confiné, puis qu'il fallait être confiné. Ensuite, qu'on allait semi-déconfiner. Moi, ça ne va pas du tout. Soit on adopte une attitude précise de non-confinement et on trouve les moyens de rester non-confiné de manière efficace, soit on fait l'inverse. Mais on ne fait pas entre les deux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toute cette politique qui oscille en permanence, où on ne comprend plus rien. Donc, j'ai voulu protester contre ces semi-mesures, de cette semi-autorité. Et voilà, c'est tout, c'est très simple. Alors qu'on comprenne bien, pour vous, le confinement qui a été mis en place en France, il n'était pas suffisamment respecté ou il était inadapté, les consignes étaient mauvaises, expliquez-nous. Oui, c'était les deux. Alors, soit on confine tout le monde, soit on confine vraiment tout le monde et on assume les conséquences sur l'économie, qui sont gravissimes. Et on se donne les moyens derrière de prévoir un plan de sortie, et je crois que ce n'a pas été le cas. Mais quand Soit, on confine tout le monde, on ne peut pas confiner par exemple les médecins, le personnel soignant, ça va sans dire. bien, mais on voit bien qu'il y a des zones de non-droit de la République où il y a des gens qui n'ont pas respecté les consignes du confinement et c'est détestable. Donc, il ne s'agit pas du reste d'une question de religion ou d'origine ethnique, mais simplement, je constate que dans certains milieux sociaux, et ça ne marche pas, c'est tout. Alors, est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est plus mixte? En fait, à vrai dire, dans ce temps-là de l'urgence, on s'en fout un peu, mais je vois bien qu'il y a des zones de non-droit où des gens ne respectent pas les consignes. Et ça va des banlieues aux gens qui partent en vacances de manière irresponsable. On est tout à fait d'accord. Maintenant, de toute façon, je pense que cette histoire de confinement, elle est juste un prétexte au fait qu'on n'avait pas les moyens ni de tester ni de traiter. Les moyens de traiter, on les avait, puisqu'il y a des gens qui ont fait des propositions et qui sont français. Et ces gens, le professeur Raoult m'a envoyé son livre, enfin, c'est le premier qu'il a eu entre les mains, je crois même le premier qu'il m'a gentiment envoyé. Mais on avait des moyens de réagir. Du reste, les pays qui n'avaient pas d'autres moyens les ont appliqués et vont bien. Donc, à un moment donné, si on décide de ne pas faire confiance aux gens qui représentent l'excellence chez nous, ça, c'est notre histoire. De l'autre côté, les tests, on n'était pas prêts et les masques, il n'y en avait pas assez. Donc, on a fait une politique de confinement pour pallier aux insuffisances. Il faut être très clair. Sinon, la meilleure solution, c'était de ne pas confiner les gens, c'était de laisser l'économie ne pas s'écrouler, c'était de tester sélectivement et ardemment en identifiant les cas. Et cette application Covid-19, il ne fallait pas la faire maintenant, où elle risque de privation de liberté. Il fallait la faire au début, juste pendant le temps d'urgence, pour identifier les mauvais cas, puis après tout débrancher. Et donc, en fait, on fait tout à l'envers. On fait ce qu'il aurait fallu faire pendant la crise, en planifiant le faire 6 mois après. Et en attendant, le PIB de la France ne serait pas effondré si on avait décidé de ne pas confiner, de traiter tous ceux qui devaient être traités parce qu'ils étaient exposés, de tester largement pour identifier tous les cas, parce que là, c'est
la passoire, quoi. Je veux dire, on a laissé passer des tas de gens qui ont été infectés sans qu'on soit au courant, sans qu'on sache même ce qui est de leur statut immunitaire, sans qu'on sache même de qui ils ont contaminé. Donc voilà, donc on a une situation qui n'est pas bonne parce qu'elle n'a pas été, je dirais, assez extrême, ni d'un côté ni de l'autre. Il fallait prendre une décision et cette décision a été une semi-décision. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait le temps scientifique et le temps politique, mais que certains scientifiques étaient désormais un peu dans le temps politique. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Est-ce que finalement, vous pensez précisément à ces personnes du conseil scientifique qui ont entouré Emmanuel Macron durant toute cette crise et qui continuent d'ailleurs de l'entourer? Ce ne sont pas les techniciens qui prennent les décisions, hein. Donc, il faut que le président de la République dise clairement les contours de la mission à ces gens. Ils n'ont pas à s'exprimer avant lui sur ce qu'ils penseraient qu'ils doivent être faits. Ils doivent rapporter à lui et lui prend une décision qui peut parfois aller à l'encontre parce que les scientifiques ne prennent pas en compte les questions économiques. Vous savez que les questions économiques, elles peuvent faire aussi beaucoup de morts quand elles sont mal gérées, de manière bien plus pernicieuse qu'une maladie. Et donc ça, c'est une première chose. C'est une question d'autorité et de hiérarchisation de cette autorité. Puis l'autre problème, clair, c'est qu'il y a des scientifiques qui ne sont plus ni médecins ni scientifiques depuis très longtemps. Ils font du management, ils font de la politique, ils font de l'administration. Et ces gens-là ont perdu pied avec la réalité, soit parce qu'ils passent leur temps dans les congrès, soit ils sont dans une situation de vie quotidienne de la réunionnite aiguë. Donc, ils ne parlent pas des patients, ils ne parlent pas des vraies données médicales, ils ne font plus eux-mêmes leurs statistiques, ils ne lisent pas la littérature eux-mêmes, on leur donne des digests. Ces gens-là ne sont pas plus efficaces que les politiques, parce qu'ils en sont finalement. Ils ont juste les diplômes qui montrent ce qu'ils ont fait avant, mais ils ne sont plus au contact. Et vous voyez des gens comme M. Raoult, ils détestent passer leur temps dans les congrès. Ce n'est pas des touristes, des gens comme ça, ce sont des gens sérieux. Ils ne passent pas leur temps à aller à des conférences où la moitié des gens dorment et veulent juste profiter des à côté de l'hôtel le soir et puis du tourisme. C'est quand même ça ce qui se passe chez beaucoup de gens. Et cette médiocrité-là, elle est cachée par l'impression qu'on fait des choses. Mais malheureusement, c'est à ces gens-là qu'on donne la décision aujourd'hui, auxquels on donne le statut d'expert, alors qu'ils n'ont aucune idée du timing de ce qui est quasiment de la médecine de guerre, ni de ce qui est de la vraie science, de la vraie bonne science. Hein, parce que passer à ergoter sur du détail pendant des mois, en essayant de créer une drogue ou un vaccin qui mettront plus d'1 an à être créé, avec des effets secondaires. Je veux dire, il faut faire avec les moyens du bord, avec l'urgence. Moi, je suis désolé, on ne va pas réinventer une nouvelle version du garrot quand quelqu'un a la jambe coupée sur un champ de bataille. C'est à peu près la même chose. Vous avez tenu tout à l'heure dans votre présentation à préciser que dans votre parcours, vous aviez notamment à gérer les conflits d'intérêts. J'imagine que vous ne l'avez pas fait sans arrière-pensée. Là encore, est-ce que vous pouvez préciser? Mais oui, simplement, moi j'ai déjà fait de la recherche pour le milieu pharmaceutique, mais je l'ai fait dans une mesure où les choses j'avais fait une première recherche de manière indépendante qui affectait une grande compagnie américaine parce que leurs produits qu'on injectait tous les jours, du reste dans le cadre de certains examens d'IRM, posaient des problèmes puisqu'ils étaient mal éliminés du corps. Et je fais partie de ceux qui ont découvert ce quasi-scandale. Il y a eu une grosse ébullition dans le milieu radiologique pendant un temps et j'ai découvert que ça se déposait dans des parties du cerveau, par exemple. Et donc, évidemment, on menaçait des milliards d'intérêts financiers d'une grande firme américaine et aussi d'une autre grande firme européenne. Et il se trouve que les Français faisaient beaucoup mieux. Et ça a été prouvé. Et depuis, les autres ont génériqué le produit français. Mais à l'époque, j'ai fait cette recherche de manière indépendante. Mais par exemple, je sais que moi, je n'avais pas pu publier mon étude dans le journal de référence américain, parce que clairement, ce journal et ce congrès, moi je le sais, sont payés par cette industrie-là, du pays en question. Et donc, ça a dû être publié dans les grands journaux européens à la place. Mais j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris comment certaines personnes prenaient 1 000 à 3 000 euros pour juste présenter un lunch symposium, pour être l'argument d'autorité. Comment on achetait facilement un médecin en lui payant un voyage ou un congrès. Alors, c'est important pendant la formation parce que l'État ne donne pas les moyens aux internes d'être financiers. Donc, heureusement qu'il y a quand même des privés pour les aider à pouvoir voir quand même des choses. Mais après, quand ça devient, je dirais, une espèce de gagne-pain pour aller agrémenter votre revenu de source publique, moi, ça me pose un vrai problème. Et il y a des gens qu'on a vus sur tous les plateaux de télé qui sont dans cette situation de conflit d'intérêts
dément, je veux dire, enfin, des relations avec des laboratoires qui sont suivis avec plus de 300, 400 occurrences sur leur fiche transparence santé. Je suis désolé, moi, il y a un contraste avec ce que le politique doit faire. Moi, l'activité dont je vous parle, parce que derrière, il y a une activité, plus ce n'est même pas en bénéfice direct, ça a été à une personne de mon équipe pour une bourse qui a eu un peu d'argent, mais moi, j'ai tout déclaré, ces trucs. Enfin, le peu que j'ai fait de consulting avant mon mandat, j'ai dû tout écrire, j'ai aucun problème avec ça. Mais ces gens-là, avant de se présenter sur les plateaux télé, pourquoi ils ne le disent pas? Ils le mettent dans leurs articles La loi de scientifiques. 2005, normalement, l'impose. Mais bien sûr, ils le donnent dans leurs articles scientifiques, par exemple. Ils l'écrivent dans ce contexte. Et ça, c'est normal et c'est bien fait. Je pense que personne n'est malhonnête dans cette histoire. Mais quand on s'exprime sur un plateau de télé, y compris quand vous êtes la Libye ou la caution du gouvernement, mais il faut le dire aussi. Il faut le dire, attention, disclosure. J'ai des choses à dire, je suis indépendant, mais sachez que j'ai travaillé aussi pour tel laboratoire et tel laboratoire. C'est pas criminel. Il y a besoin du privé pour financer la recherche parce que les États le font pas. Hein, on va être franc. Donc, mais il faut le dire. Et puis après, les gens sont comme le fait de ne pas dire, ça jette la suspicion. Et après, on dit les gens sont conspirationnistes, mais après, ils ont des raisons de l'être parfois. Et moi, ça me choque profondément. Et c'est rien contre une personne ou l'autre. C'est ni contre un de ces médecins. Mais après. Et puis après, sur la méthode, il y a des gens qui ont reproché des choses, notamment à l'équipe de Marseille, sur la méthode et qui sont fendus après d'articles dans de très grandes revues où ils comparaient leur remdesivir, par exemple, à rien et d'une méthode encore plus exécrable avec un article financé par la recherche privée dans son intégralité. Donc, à un moment, il faut de la cohérence. Quoi. Et elle n'est pas là. Elle n'est pas là chez certains scientifiques, elle n'est pas là chez certains politiques. Je ne dis pas que le politique est plus mauvais que le scientifique, en l'occurrence. On a eu des preuves de médiocrité des deux côtés. On a assisté à quelque chose de relativement savoureux, c'est qu'on a vu à la fois dans la dernière allocution d'Emmanuel Macron, mais également dans la prise de parole d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, une légère propension à se cacher derrière les scientifiques en expliquant que les scientifiques avaient dit tantôt blanc, tantôt noir, et que de ce fait, il avait été très difficile de décider puisque les scientifiques eux-mêmes n'avaient pas été capables d'une bonne préconisation. Est-ce que ça, c'est responsable de la part du pouvoir politique ? Je pense que le pouvoir politique n'a pas compris que la pensée scientifique, ce n'est pas une pensée magique ou incantatoire. La science, c'est normal qu'elle change d'avis en permanence pour pouvoir se raffiner, aller mieux. C'est presque un mode de vie, c'est très beau comme approche, sauf que ça ne convient pas à la prise de décision en temps de crise. Et les politiques, normalement, on devrait les avoir justement pour ça, pour être capable de trancher, de faire la part des choses, et pas justement d'avoir une décision politique qui suive en oscillation celle du temps scientifique. Et cette oscillation, elle est respectable dans le temps scientifique. La plupart des gens bien sont capables de remettre en question, y compris leurs propres idées, quitte à y avoir passé une vie. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont passé une vie à prouver quelque chose, et puis à la fin, ils se rendent compte qu'ils se sont fourvoyés toute leur vie, et c'est beau de changer d'avis dans ces circonstances quand il y a des éléments, parce que ça va servir le monde, ça va servir l'humanité. Mais ces oscillations-là, elles ne sont pas permises dans le temps politique parce que le politique, il doit rassurer les gens. Il faut donner un cap, quitte à s'être trompé, comme dirait l'autre, de compter les bouses après. Mais on peut pas faire le compte pendant la foire en disant peut-être un peu plus à gauche qu'à droite, je vais déplacer la vache histoire qu'on homogénéise un petit peu tout ça. Non, mais vous voyez, le politique. Mais moi, mon avis, vous savez, c'est que le politique n'a pas assez de culture scientifique et médicale à la base et que du coup, il ne peut pas comprendre, il ne comprend pas ce que fait le médical et ce que fait le scientifique. Donc, entre pas de compétences du tout, de manière crasse, et des compétences minimum pour comprendre la démarche, il y a une limite. Et si le politique avait au moins cette connaissance pour pouvoir distinguer deux approches différentes, ce serait utile, mais ce n'était pas là. Donc, ils se sont cachés derrière en se disant les experts doivent savoir. Vous savez, c'est l'administrocratie à la française, malheureusement. Alors, on va revenir justement à un volet plus politique. Ça fait déjà plus de 3 mois presque que la France est frappée par la crise du Covid-19. On a vu, comme vous l'avez déjà expliqué, beaucoup de changements de cap, beaucoup d'hésitations, beaucoup de en même temps dans les prises de décision politiques en France, en tous les cas. Vous êtes toujours présenté comme un soutien d'Emmanuel Macron, même si vous vous permettez de faire de nombreuses critiques à son égard. Quel regard portez-vous sur l'exécutif et sur Emmanuel Macron dans cette crise? C'est délicat, c'est-à-dire que moi je suis juste un soutien, comment dire, c'est une sorte de respect humain de personne à personne. Je veux dire,
j'ai été élu en le soutenant. Moi, le but, c'est que quel que soit le président qu'on ait en poste, il puisse réussir. Et Dieu sait s'il y a des présidents que j'ai pas appréciés. Donc entre une espèce de sorte de droiture humaine qui me pousse aussi à être correct de ce côté-là, et le souci de la vérité, il y a aussi voilà, il y a une limite. Donc moi, je me permets, quand je suis pas d'accord, de le dire fermement, et je le dirai de plus en plus fermement quand je pense qu'on est sur la mauvaise voie. Maintenant, je sais pas, je vois que le président choisit des gens pour gérer cette crise, et je vois beaucoup de gens qui sont pas à la hauteur, qui pour moi auraient dû être remplacés depuis très longtemps, et qui, du reste, on les a mis sur la touche. À Je qui vois bien, il y a à qui pensez-vous quand vous dites que donc, certaines personnes ne sont pas à la hauteur? et comme aux gens qui nous font des injonctions contradictoires, et je vois notamment qu'on a perdu la porte-parole est en voie de disparition, elle parlait tout le temps, et maintenant on l'entend à peine. Donc c'est bien quelqu'un lui a demandé de se taire. Bon, notre ministre de la Santé, il vient d'arriver, il gère une crise, c'est pas facile. Maintenant, je ne sais pas, je ne prendrais probablement pas les mêmes décisions que lui a prises. Après, c'est un très bon médecin, j'en ai aucun doute, mais ce n'est pas quelqu'un qui a une culture scientifique. Ils sont rares, hein, les médecins qui ont la vraie double formation. Je ne fais pas exprès pour me la ramener, mais il y a eu très peu il y en a très peu. Hein. Ce sont des programmes qui ont été mis en place en 2003 en France, et qui sélectionnaient juste quelques dizaines de personnes à travers la France pour faire ces doubles formations complètes. Cette double culture, elle est très récente en France, et on avait, je sais pas, 10, 20 ans de retard par rapport aux États-Unis sur ce genre de filière. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne si on a des médecins qui sont juste des médecins et des scientifiques qui sont juste des scientifiques. Les gens qui font la synthèse, qui ont cette capacité comme ça, comme a le professeur Raoult, finalement, qui l'a fait d'une autre façon, parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait sur le tas en s'organisant, mais ces gens-là sont rares. Et puis quand ces gens-là existent, souvent on les accapare vite dans la prise de décision scientifico-médicale, et malheureusement, c'est pas là où ils devraient être. Ils devraient continuer d'être derrière à pousser des équipes comme cette équipe d'IHU de Marseille. C'est un peu l'équipe de Pasteur des pionnières. Hein. Enfin, je crois que même que lui-même le dit. Mais on n'a pas assez d'équipes comme ça. Enfin, j'ai dérivé du politique vers le scientifique, mais c'est parce que je vois un tel lien, un lien tellement proche entre les erreurs de ces deux milieux aujourd'hui, que pour moi, c'est vraiment pathologique. Donc, l'environnement du président, oui, je ne vais pas tout excuser, je n'ai pas du tout envie. Moi, j'ai voulu faire la politique pour être au service des gens, et aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas très utile au niveau parlementaire derrière des visioconférences. Là, c'est plus utile l'exercice qu'on fait en ce moment, parce qu'on va s'adresser aux gens. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, mais ces visioconférences à huis clos, qui n'intéressent personne, qui monopolisent des gens qui devraient être actifs sur la crise au lieu de parler pendant 3 heures. Ou alors, il faut nous rendre des comptes de manière plus efficace et plus concise, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce sont des choses. Moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Donc, je choisis en plus de consacrer plus de temps aux gens de ma circonscription, au médical pur, à ce que je peux faire dans mon activité professionnelle, pour faire des choses pour les gens. Mais toutes ces futilités, moi, ça me fait mal au cœur. Je crois que le politique n'a pas compris ce que c'était être politique en temps de crise. Alors, toute petite parenthèse, vous avez évoqué Olivier Véran, qui finalement est arrivé là en pleine crise et fait un peu comme il peut. Selon vous, il aurait mieux valu garder Agnès Buzyn plutôt que de l'envoyer à Paris, ou ça n'aurait pas été mieux? Écoutez, je suis très content qu'Agnès Buzyn ne soit plus ministre. Hein, et on va pas se cacher. Moi, je pense que j'ai lu les mêmes choses que vous dans la presse, sur des choses qui peuvent avoir affecté quand même son jugement, peut-être, notamment vis-à-vis des inimitiés entre son mari et Didier Raoult. Bon, c'est passé, malheureusement. Maintenant, un ministère qui devait être le nerf de la guerre, qui a été si mal en point parce que les stocks stratégiques n'ont pas été maintenus, parce que la gestion de la crise a été mal anticipée. C'est pas facile d'arriver ministre dans ces conditions. Et Madame Buzyn, bon voilà, je veux dire. La question autrement, Joachimson Forget. Est-ce qu'Agnès Buzyn était la personne idoine pour aller récupérer la place de Benjamin Griveaux, qui avait été mis sur la sellette, ou est-ce qu'il fallait exfiltrer Agnès Buzyn pour affronter la crise sanitaire? Ah bah, je pense qu'elle a été. Mon avis, c'est que ça ressemble à une exfiltration, en tout cas. Ça y ressemble beaucoup. Maintenant, je suis désolé pour les Parisiens. Hein. Maintenant, et les Parisiens ont encore le temps de choisir. Donc, j'espère qu'ils choisiront de manière
éclairé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ni bien pour les Parisiens, mais c'était pas beaucoup mieux pour les Français, puisque je pense que c'était pas la bonne personne pour gérer une crise de cette ampleur. Au moins, je dois reconnaître quand même à Olivier que c'est un vrai praticien qui est encore au contact des patients jusqu'à peu, et puis qui sait, comment, qui sait s'exprimer et qui, je pense, dans la ligne qu'il a, ne joue pas la langue de bois. Après, que ce qui est des errements et des discussions, mais je pense que la décision se place au-dessus. Je suis désolé, hein, la décision, elle se passe au niveau du Premier ministre et du Président de la République. Donc, quand Olivier Véran a des revirements à faire, ils ne sont probablement pas dus à sa propre décision. Et ça, je l'entends bien. Vous savez, être ministre, c'est être fondamentalement impuissant dans notre organisation constitutionnelle. Je me plains souvent du rôle du parlementaire, et je crois que c'est pas le rôle qui me siera toute ma vie si je veux être efficace pour la société, et je le sais déjà. Mais être ministre, c'est presque encore pire, hein, puisque vous êtes un exécutant ou du Premier ministre ou du Président de la République, et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à vous taire, comme dirait l'autre, ou démissionner, ou être démissionné. Donc, je pense qu'il fait ce qu'il peut dans la mesure de ses capacités. Il y en a d'autres, par contre, qui font ce qu'ils peuvent à l'aune de capacités assez limitées. Mais ça, c'est encore une autre histoire. On en a esquissé un mot tout à l'heure. Alors, on va revenir à la question du confinement. On est à une dizaine de jours environ de la date qui avait été évoquée par Emmanuel Macron, à savoir le 11 mai. Parmi les choses qui devraient évoluer, c'est évidemment la rentrée des écoles pour une partie des enfants les plus jeunes, c'est-à-dire les écoles primaires et les crèches. C'est quelque chose qui inquiète tout particulièrement les Français. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Grâce aux travaux de Marseille, on a pu voir qu'en effet, les enfants en bas âge n'étaient pas les réservoirs du virus comme ça peut être dans certaines épidémies de grippe. Donc c'est plutôt rassurant sur le fait que, les enfants en bas âge ne font pas beaucoup la maladie et n'en sont probablement même pas vecteurs sains. C'est plutôt rassurant. Néanmoins, les gens ne sont pas rassurés. Et vous moi, avez le premier, je ne suis pas rassuré. J'imagine, les dernières études, la dernière question qui a été soulevée par les Britanniques, mais aussi par l'hôpital Necker, concernant un syndrome assez surprenant ressemblant à la maladie de Kawasaki, et qui pourrait être finalement une forme de Covid chez les enfants. Eh bien, j'ai bien lu, et comme, à mon avis, l'école n'est pas un secteur stratégique pour relever l'économie française, s'il faut rouvrir quelque chose, ce n'est pas les écoles, c'est des entreprises dans certaines conditions, parce que notre pays, vous vous rendez compte, il est en faillite, quoi. Je veux dire, avant, on se faisait tout un monde pour annoncer qu'il y avait tant de millions qui ne pouvaient pas être débloqués pour tel budget, parce que vous voyez, il fallait tenir la dépense publique selon les normes européennes et ceci et cela. Et va-t-on qu'aujourd'hui, on distribue des millions, des centaines de millions, des milliards, comme s'ils avaient poussé sur les arbres entre-temps. Donc, il va falloir m'expliquer d'où ça vient. Mais en tout cas, là, on a le vrai problème. Il est les morts indirectes et la misère indirecte qu'on va créer par l'effondrement de l'économie. Et le secteur stratégique, c'est pas de rouvrir les foutus salons de coiffure excusez-moi pour les coiffeurs, je vous adore, mais vous n'êtes pas non plus un secteur stratégique. Je sais pas si vous les adorez, mais ça ne se voit pas. Oui, justement. Mais on va. J'ai pas la chance d'avoir des jolis cheveux blonds et soyeux, mais donc excusez-moi, je m'égare. Donc on va avoir. En effet, moi je pense que ouvrir les écoles et puis prendre un risque justement sur certains syndromes encore inconnus. On a aussi beaucoup parlé de certains syndromes neurologiques qui pourraient être expliqués, mais qui soient sous-estimés. Il y a eu des cas de confusion à apporter. Alors, est-ce que c'est juste à cause du grand âge ou est-ce que autre chose? Bon, moi, comme parent, je n'ai pas envie d'envoyer mes enfants à l'école, par exemple, pour vous le dire honnêtement. Et je pense que les autres parents devraient faire de la désobéissance civique et de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est difficile d'être confiné. Je sais qu'il y a des problèmes de violence, que c'est difficile, les gens qui vivent dans des petits appartements. Mais on peut trouver des solutions pour l'enseignement à distance. Je veux dire, moi j'ai fait de l'enseignement à distance comme enfant pendant plus de 6 ans. C'était pas forcément drôle tous les jours, mais j'en suis pas mort, hein. Et donc, pour quelques mois, c'est tout à fait faisable. Et s'il y a quelque chose à ouvrir le 11 mai, ce ne sont pas les écoles. C'est certainement des secteurs de l'économie qui permettraient peut-être la faire et de même. Mais vous savez, même si on redémarre du jour au lendemain, l'économie, elle ne va pas se redresser comme ça. Il y a des économies stratégiques qui sont au bord de la faillite, où l'État doit être garant aujourd'hui. Et je vous dis, où est-ce qu'il trouve cet argent? Donc, voilà, je vous ai répondu.
Mais finalement, tout le monde semble penser que s'il il y a réouverture des écoles, c'est précisément pour pouvoir relancer l'économie, parce que si les parents ne peuvent plus garder les enfants, il faut bien qu'ils puissent en faire quelque chose, à savoir les mettre à l'école. Je sais bien, mais dans ce cas-là, il faut trouver. Il y a des solutions, il y a des solutions alternatives. C'est-à-dire que dans une famille, vous êtes deux en théorie, dans beaucoup de familles. Hein. Donc, je pense qu'il y a des organisations sociales nouvelles à trouver. Et quand je dis nouvelles, je suis taquin, parce que ces organisations sociales, ça peut vouloir dire qu'il faut revenir à une forme d'organisation peut-être un peu plus traditionnelle. Je ne dis pas que ça doit toujours être madame qui va devoir s'occuper des enfants, mais euh, je note, je ne pense surtout pas ça, mais je note quand même que dans les familles qui vivent selon ce modèle traditionnel, la reprise du travail est quand même un peu moins compliquée. Je le dis juste comme ça, c'est un peu taquin, mais je dis quand même que les gens qui ont un modèle familial assez solide et organisé trouvent les moyens d'une organisation pour que l'un des deux parents puisse aller travailler de manière efficace, malgré cette situation, que c'est beaucoup plus difficile dans des modèles familiaux qui sont un peu plus fragiles, et malheureusement, à la fois pour les parents et pour les enfants. Je n'accuse pas les gens d'avoir choisi un mode de vie qui leur convient, mais je me signale quand même que c'est plus facile. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans certaines organisations d'allure conservatrice, traditionnelle, bon, c'était des gros mots avant, qui font leur preuve aujourd'hui dans un cas de crise. Les vertus de la vie à la campagne, où on a de la distance sociale avec les gens, parce que c'est comme ça, parce que c'est la nécessité des choses, c'est l'environnement qui le permet. Des modèles d'organisation familiaux solides, toute cette stabilité psychologique et d'organisation de la vie de tous les jours est nettement plus efficace pour faire face à une crise sanitaire que des modes de vie très éphémères, très basés sur l'inexistant, toutes ces entreprises et startups qui n'avaient pas vraiment d'objet à part de vendre du vent. On a beaucoup de choses où on est obligé de revenir à l'essentiel, mais malheureusement, le mur, les gens se le prennent dans la figure, puisqu'on a tellement vendu des choses sans valeur comme si elles en avaient, qu'aujourd'hui, des gens se sont habitués à vivre comme ça, ou pour du vent, et aujourd'hui font face à une réalité qui est horrible, mais malheureusement, elle est factuelle. Alors, toute dernière question. Je rappelle donc que vous avez voté contre le plan de déconfinement d'Édouard Philippe mardi dernier. Comment voyez-vous justement le déroulement de ce déconfinement à partir du 11 mai en France? Moi, je le vois potentiellement, comment dire, mal se passer. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne seront pas rassurés en retournant au travail. Il y a toute une dimension psychologique qu'on n'a pas prise en compte. Hein, on n'a pas pris en compte également les éventuels rebonds de la maladie. Alors là, de ce côté-là, j'entends les mots rassurants de l'équipe de Marseille à nouveau, mais pour le moment, on n'en sait rien. Et lui-même dit qu'on ne peut pas faire de prédiction. Donc, c'était bien de donner une date. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand le président a annoncé une date, il fallait qu'il annonce une date. Tout le monde attendait une date depuis très longtemps, dans toutes les prises de position, de parole d'avant. Et certaines prises de parole, je pense, étaient inutiles. Elles étaient superflues parce qu'il fallait juste annoncer au moins des étapes. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait pas les repousser. Moi, je vois une différence entre l'approche du Premier ministre qui veut aller sur un déconfinement comme ça, très rapide, un conseil scientifique qui dit quelque chose de différent de ce qu'avait dit. Il y a des pieds de nez dans tous les sens entre un conseil scientifique d'un côté, l'Élysée de l'autre et Matignon de l'autre. Donc, moi, j'ai voté contre et je vois mal cette situation parce que je pense qu'il aurait fallu repenser ça autrement. On a parlé des écoles, je vous ai déjà donné mon avis. Il y a plein de modes d'organisation sociale nouvelles qu'il fallait penser pour relancer des secteurs stratégiques. Et ce que j'ai eu, moi, comme présentation, j'ai juste vu, en plus, aux questions au gouvernement, des gens qui disent, un Premier ministre qui dit c'est moi qui décide, c'est comme ça, mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour le moment, je crois qu'il n'y a pas les moyens de tester qui ont été annoncés. Clairement, il y a des incohérences entre les chiffres de Santé publique France et les déclarations du ministère et les chiffres qu'on nous met à la figure tous les jours. Ça ressemble à de la propagande. Et les masques, on fait revenir, donc on va déconfiner les gens avec des masques qui sont du niveau de se mettre une serpillière sur la tête. Peut-être que la FNOR a décrété qu'il y avait une nouvelle norme de masque barrière qui était suffisante, lavable, ce que vous voulez.
le meilleur conseil que j'ai vu à ce sujet, c'est celui de Jean-Marie Le Pen qui dit qu'il faut les passer au fer à repasser, au moins parce que la chaleur pourra détruire le virus sur ces masques jetables. C'est en effet une remarque intelligente. Et comment dire, du reste, notre norme, elle n'est pas suivie à l'étranger. Vous croyez que c'est un hasard? Vous croyez que c'est un hasard? Mais parce que, et j'espère bien qu'on ne met pas des gens au travail dans des milieux exposés avec ce type de choses sur la tête, parce que n'oubliez pas que ça reste qu'au minimum qu'un mauvais masque barrière, c'est-à-dire que ça protège l'autre de vous, mais ça ne vous protège pas vous des autres. Hein, donc, moi, je pense qu'on fait un déconfinement de manière non suffisamment préparée. Ça me fait très peur. J'espère que Didier Raoult a quelque part raison et que le cours de la maladie prouve qu'elle est en train de disparaître, en tout cas pour le moment, parce que sinon, ça veut dire que le gouvernement joue au poker avec la santé des Français. Ça ne me plaît pas beaucoup. Mais c'est pas facile, je sais. Il faut avoir des capacités stratégiques de tests PCR de très grande échelle et des masques et des traitements. Oui, c'est pas simple, mais voilà. Si j'avais été moi qui eût été Premier ministre ou Président, j'aurais forcé le masque pour tous, j'aurais fait des achats publics à moindre prix, et c'est possible, je le répète. On avait des mauvais acheteurs au niveau de l'État français, mais ça c'est une autre histoire. J'aurais fait venir en masse des kits d'extraction et d'amplification et le matériel de prélèvement. Je n'aurais pas confiné, j'aurais fait des quarantaines sélectives, imposées même s'il lui fallu. J'aurais fait une application de traçage très temporaire le temps du pic de la crise, pendant la montée de la maladie, et j'aurais adopté ce traitement peu coûteux et peu risqué qui a déjà fait ses preuves dans nombre d'études, au lieu d'embarquer toutes mes équipes sur des tests de médicaments hypothétiques qui ont déjà montré leur échec dans d'autres maladies et qui ont des effets secondaires énormes. Donc voilà ce que j'aurais fait, et j'aurais même pas à vous répondre aujourd'hui à cette question de savoir comment je déconfinerais, parce que c'est un casse-tête, ce déconfinement progressif, etc. Donc si on avait suivi le conseil que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas affecté l'économie dans la même mesure qu'elle a été affectée, on serait allé sur un schéma très différent des autres pays européens qui ont finalement fait pour beaucoup quelque chose de similaire, et on aurait tenu en fait un agenda similaire à celui de certains pays d'Asie, tels que Taïwan, tels que la Corée du Sud. Notre économie serait aujourd'hui florissante. On aurait finalement dépensé plus en équipement de tests et de protection au départ. Ça aurait été une très 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 grosse dépense, hein, peut-être 10 fois plus que ce qu'on a acheté. Mais par contre, on se serait pas pris une baisse de notre PIB telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'aurais fait comme ça. Maintenant, les gens ont décidé de faire autrement, en se cachant, y compris derrière les scientifiques, les mauvais. C'est tout. C'est une question de choix. Voilà. Il y avait une autre option très simple, je vous l'ai dit, et je pense qu'elle aurait marché. Et les mêmes vont me dire, oui, mais il n'y a qu'à Faucon, c'est facile de faire un rétroscope. Non, 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 non. Les mêmes solutions, moi, je les propose depuis le début de la crise. J'ai été un des premiers à produire un rapport sur la Corée. Il a été lu par tous ceux qui avaient des décisions à prendre. Je me suis donné beaucoup de mal. J'ai obtenu des données du gouvernement coréen. J'ai obtenu des données de professeurs de premier plan de médecine et sur cette crise. J'ai fait beaucoup d'interactions avec Marseille et vers des allers-retours. Qu'est-ce que je voulais que je dise ? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour dire que ce qu'il aurait fallu faire, c'est ce que je viens de vous dire. D'autres gens ont décidé de faire autrement. Donc voilà, moi je suis pas président de la République, je suis pas Premier ministre, c'est tout quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Mais je suis très déçu. Et je suis encore plus déçu de la fonction du politique finalement après tout ça, parce que voilà. On en a déjà parlé. Si j'ai une forme d'efficacité à avoir dans la vie de tous les jours, que ce soit ou pour moi-même, ou pour ma famille, ou pour le monde, ou pour lui-même, enfin, en tout cas au moins pour mes concitoyens, je pense qu'elle n'est pas à travers l'action politique dans le cadre de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est très décevant, très décevant. Merci beaucoup, Joachim Son-Forget. À bientôt, Élise. Au revoir. Au revoir.